Bien, nous allons donc commencer pour ces deux dernières heures de cette année que nous allons passer en compagnie de Cervantes, puisque vous vous souvenez que la fois dernière, j'avais déplacé l'attention sur deux œuvres de Cervantes qui sont moins souvent commentées que le Don Quichotte, les nouvelles exemplaires publiés en 1613, et aujourd'hui je donnerai plus d'espace dans la deuxième partie de ce cours au Persíles y Sigismunda, les travaux de Persíles et Sigismunda. Nous avions commencé par l'analyse un peu inspirée par Moretti de la géographie, des déplacements, des voyages à l'intérieur même des nouvelles exemplaires, avec ces trois modalités essentielles de la mobilité, celle qui est la migration temporaire, de qui s'emploie au sud venant du nord. Évidemment, en toile de fond, l'horizon des Indes, des colonies américaines de l'Espagne, même si aucune intrigue se passe dans ce monde-là, mais beaucoup des protagonistes en reviennent. Et puis finalement, surtout, cette géographie méditerranéenne qui est inscrite dans l'œuvre, qui est inscrite aussi dans le Quichotte, et qui est celle des captures, de l'esclavage, des rachats. Aujourd'hui, je voudrais commencer en gardant le commentaire lié aux novelas ejemplares, mais en pensant à une autre mobilité qui n'est plus la mobilité des protagonistes, qui n'est plus la géographie des lieux à l'intérieur de la fiction, mais qui est la mobilité même des textes. C'est-à-dire non pas la mobilité des textes entre des langues, puisqu'on a évoqué quelquefois la question de la traduction, non pas la mobilité du livre de Cervantes circulant au-delà des frontières nationales, mais la mobilité intrinsèque des textes, puisqu'une tension fondamentale dans tous les écrits de Cervantes, que l'on trouve dans le Quichotte, que l'on trouve dans les nouvelles exemplaires, que l'on trouvera pour finir aussi dans Persíles y Sigismunda, c'est que la tension entre la capacité de l'écrit à garder mémoire, à définir des traces, et de l'autre côté, la possibilité, la menace ou la nécessité de son effacement. Et je crois qu'une des nouvelles exemplaires dans lesquelles cette tension est présente, c'est l'une des plus fameuses et peut-être la première, ou sans doute la première écrite par Cervantes, c'est-à-dire la nouvelle qui a comme titre Rinconete y Cortadillo. Je dis que c'est la première écrite dans la mesure où, avec ces jeux d'intertextualité propre des œuvres de Cervantes les unes par rapport aux autres, cette nouvelle est mentionnée dans le Quichotte, dans la première partie du Quichotte, vous vous souvenez, publiée en 1605. C'est le chapitre 47, tous les personnages de l'histoire, aussi bien celle de Don Quichotte, du curé, du barbier, de Sancho, que celle des jeunes amoureux, Cardenio et Lucinda, Fernando et Dorothea, se sont retrouvés dans une auberge et vont la quitter, chacun suivant son chemin. Et Don Quichotte étant ramené dans son lugar, dans sa demeure. Et au moment du départ, on a cette remarque, enfin ces deux paragraphes. Là, le premier, je le résume, les adieux que se font les personnages les uns aux autres. Et puis, celui-ci. L'aubergiste s'approcha du curé, donc qui va accompagner Don Quichotte sur le retour dans sa maison forte. L'aubergiste s'approcha du curé et lui remit certains papiers, lui disant qu'il les avait découverts dans la doublure de la mallette où avait été trouvée la nouvelle du curieux impertinent, et que, puisque leur maître n'avait plus reparu, le curé n'avait qu'à les emporter tous. Quant à lui, il ne savait pas lire et n'en voulait pas. Le curé l'en remercia, et ayant ouvert aussitôt ses papiers, vit que le commencement du manuscrit portait « Nouvelles de Rinconete y Cortadillo », par où il comprit que c'était quelque nouvelle, et comme celle du curieux impertinent avait été bonne, il en conclut que celle-ci le serait aussi, car il pourrait se faire qu'elles fussent toutes du même auteur, aussi la garda-t-il avec lui, avec le dessein de la lire, quand il en aurait le loisir. C'est une référence à
un épisode précédent qui apparaît au chapitre 32, lorsque, arrivés dans la même auberge, les personnages rencontrent l'aubergiste qui leur dit qu'il a trouvé dans une malle abandonnée par un des hôtes de l'auberge à la fois 3 livres, qui sont des libros grandes, des grands livres, et puis dans ces 3 livres, il y a 2 romans de chevalerie et une histoire. L'histoire, c'est celle du grand capitaine Gonzalo Hernando de Córdoba, à laquelle s'ajoute une autre histoire d'un autre militaire, Diego Gracia. Donc il y a là trois livres, et l'aubergiste dit que pour particulièrement les nouvelles de chevalerie, elles sont lues à haute voix lors de la moisson pour tous ceux qui veulent écouter, y compris lui qui ne sait ni lire ni écrire comme il le rapporte ici. Et ce sont donc des descriptions assez classiquement utilisées pour la présence de la lecture à haute voix qui peut communiquer les textes aux analphabètes. Comme il y a après cette mention des commentaires faits par l'aubergiste, par sa fille, par sa femme, par la servante sur les différentes manières d'entendre, aux 2 sens du mot, les nouvelles de chevalerie, c'est aussi une réflexion sur la pluralité des réceptions possibles pour un même texte. Et puis, il y a une discussion qui s'ouvre sur la différence entre les genres. D'un côté, 2 romans de chevalerie, de l'autre côté, une histoire. Mais est-ce que finalement, l'histoire n'est pas plus invraisemblable que les romans de chevalerie? Donc, il y a là toute une série de thématisations par Cervantes sur les pratiques de lecture, sur les relations entre les genres, histoire et fable, et aussi sur la pluralité des appropriations du même texte. Mais aussi, l'aubergiste dit qu'il n'y avait pas seulement 3 grandes libros, qui sont des livres imprimés, et d'ailleurs on peut repérer comment Cervantes fait allusion à des éditions plus ou moins récentes de ces textes, au milieu du XVIe siècle. Mais aussi, dit-il, il y a unos papeles de muy buena letra, escritos de mano, des papiers d'une bonne écriture et écrits à la main. Et c'est évidemment là que se découvre cette première nouvelle, celle du curieux impertinent, qui va être lue par le curé aux autres personnages rassemblés dans l'auberge, sauf Don Quichotte qui est parti dormir. Et on peut peut-être prendre ce texte-là, puisqu'il est intéressant sur la question des modes de lecture de ces textes, et en particulier dans ce cas-là, non plus une lecture à haute voix communautaire comme celle des romans de chevalerie ou de l'histoire du grand capitaine Gonzalo de Córdoba, mais une lecture plus intime avec les personnages rassemblés pour passer le temps autour de cette nouvelle du curieux impertinent lue à haute voix. L'aubergiste remportait sa mallette et ses livres, mais le curé lui dit « Attendez, je veux voir. » Alors c'est au chapitre précédent, ça c'est le chapitre 32. Maintenant, oui, 32. Attendez, je veux voir ce que sont ces papiers qui sont écrits d'une si belle main. L'aubergiste les retira et les lui ayant donné à lire, le curé vit un grand cahier de 8 feuillets manuscrits, avec en tête un grand titre qui disait « Nouvelles du curieux impertinent ». Le curé en lut à part 3 ou 4 lignes et dit « Assurément, le titre de ces nouvelles n'est pas pour me déplaire, et il me vient envie de lire le lire en entier. » Et du coup, tous les personnages lui demandent de le faire, et il commence sa lecture. Ce qui est intéressant, puisqu'on voit d'une part qu'on peut alterner constamment lecture en silence pour soi et lecture à haute voix pour les autres, et dans ce cas-là, alphabétisé, lettré. La lecture à haute voix ne doit pas être limitée à la circulation des textes pour ceux qui ne pourraient pas les lire. Ça peut être aussi une forme de partage, de sociabilité, de passe-temps. Et puis aussi, il y a cette mise en abîme dans le récit, puisqu'il en est ainsi, dit le curé, « Prêtez-moi tous attention, voici de quelle manière commence la nouvelle. » Comme si finalement le lecteur qui lit pour lui-même le texte de Don Quichotte s'agrégeait aux auditeurs de la fiction pour écouter
la lecture du curé, qui est en fait pour lui évidemment ce lecteur du Quichotte, une lecture silencieuse, mais une sorte d'illusion ou de reproduction d'une situation de lecture à haute voix. Alors c'est la référence à ces manuscrits qui accompagnaient les trois grands livres se retrouve donc au moment du départ, puisqu'il n'y avait pas seulement la nouvelle du curieux impertinent, mais aussi la nouvelle de Rinconete y Cortadillo. Comme si Cervantes annonçait dès 1605 une nouvelle qu'il a écrite, donc on le pense maintenant, auparavant, en tous les cas avant 1604, et peut-être lors d'un emprisonnement à Séville dans les années 1597-98, parce qu'il y a non seulement la captivité de Cervantes dans les bagnes d'Alger dans les années 1585-90, mais il y a aussi pour d'autres raisons. Là, il était officier collecteur d'impôts, et un conflit est né avec l'administrateur local, et finalement, il a été emprisonné à Séville, mais c'était peut-être une manière d'entrer en contact avec ce monde interlope, le monde des picaros, qui est l'objet même de la nouvelle de Rinconete y Cortadillo. Alors, effectivement, cette novella, la discussion autour du genre est importante puisque Cervantes se donne comme celui qui le premier a écrit des nouvelles, donc des histoires brèves dans langue castillane sur un modèle italien. Il l'affirme dans la préface, le prologue aux Nouvelles exemplaires en 1613. Celle-ci, qui donc remonte peut-être à la fin des années 90 ou au début du XVIIe siècle, en tous les cas avant 1604, se situe dans le monde des marginaux de Séville, et en particulier dans ce qui est nommé cofradia, la confrérie de Monipodio, une sorte de société des gueux avec son prince ou son maître qui est Monipodio. Là, la matrice pour Cervantes, c'est peut-être d'un côté effectivement sa connaissance de Séville et ses rencontres dans et autour de son emprisonnement, bref, dans les années 97-98, mais c'est aussi évidemment toute la littérature antérieure sur le monde de la gueuserie, pensée toujours comme une société inversée, c'est-à-dire avec ses officiers, ses hiérarchies, ses tâches, et avec cette figure souveraine d'un de ses maîtres de la confrérie. Dans la littérature française du temps que j'avais pu étudier, cela prend souvent la forme de à la fois une monarchie à l'envers, le roi des gueux, et d'autre part une contre-société avec tous les attributs de la société, les états généraux, les rites d'apprentissage, la hiérarchie des métiers. Ici, c'est plus modeste puisqu'il s'agit d'une des confréries de gueux, de Pícaros de Séville, celle de Monipodio. Alors la nouvelle commence avec deux personnages, Rincon et Cortado, qui deviendront Rinconete y Cortadillo quand ils seront baptisés ainsi par Monipodio, qui se rencontrent sur le chemin qui les menait de la Castille à Séville. Encore une fois, ce tropisme du Sud, tropisme de Séville, qu'on a rencontré déjà comme force d'attraction puissante, non seulement parce que c'est le lieu de départ possible pour les Indes, les colonies espagnoles d'Amérique, mais que c'est aussi le lieu où arrive l'argent, l'or, et donc aussi un lieu de la richesse, de l'illégalité, du monde en marge. Donc ils sont sur ce chemin, ils se rencontrent, ils sympathisent, et après quelques épisodes à Séville, ils sont introduits dans la cofradia, la confrérie de Monipodio, qui est une confrérie classique de faux mendiants, donc des gens qui se donnent des infirmités qu'ils n'ont pas, mais pour attirer la charité, de vrais voleurs, puisqu'il y a toute une série d'autres qui sont spécialisés dans la manière de couper les bourses. On le verra dans les exécuteurs de bas œuvre, c'est-à-dire ils peuvent faire à la demande de mauvaises choses si on les paye pour les faire, par des personnes qui veulent se venger ou insulter un proche ou un voisin, et puis une société aussi évidemment qui a ces prostituées qui travaillent pour la cofradia et pour certains des membres, pour certains des picaros de cette communauté.
Et aussi, même si Cervantes ne l'utilise pas, ou très peu dans cette nouvelle, un langage qui est un langage propre, qui est en espagnol germanía, qui est le langage secret qui correspondrait à l'argot, mot du XVIe siècle, pour la littérature comparable de la gueuserie dans le monde français. Alors, où vient le thème que je voulais aborder à travers Rinconete et Cortadillo, c'est-à-dire cette question de l'écrit comme mémoire ou de l'effacement de l'écriture comme tension? C'est parce qu'après un dîner qui a réuni un peu toute cette société, de vrais voleurs, de faux mendiants, de prostituées, et Monipodio, président, à cette réjouissance, Monipodio décide qu'il faut réviser les tâches qui devaient être exécutées ou qui sont à exécuter. Alors ces tâches, comme je disais, ce sont des bases œuvres, le fait que quelqu'un peut payer la cofradie, la confrérie pour donner des coups de bâton ou pour faire une estafilade avec un couteau sur le visage d'un ennemi ou de multiplier les offenses, par exemple d'aller clouer des cornes sur sa porte pour indiquer qu'il est trompé par sa femme, ou bien, le plus grave peut-être encore, des sambenitos, qui sont les vêtements qu'impose l'Inquisition pour ceux qu'elle réconcilie avec l'Église, et en particulier les conversos, les juifs convertis mais considérés comme mal convertis ou enclins à pratiquer la loi et les rites juifs, ou encore des charivari pour se moquer des maris faibles. Donc toute une série de tâches, et qui renvoient toujours à l'idée que quelqu'un a payé pour une insulte, un coup, une offense. Et donc Monipodio va réviser si tout ce qui a été prévu a bien été exécuté. Et c'est là où on va rencontrer dans le texte cet objet qui est, pour d'une certaine manière, le lieu de la tension entre écrire pour aider la mémoire et effacer pour donner espace à une nouvelle écriture et peut-être aussi à la mémoire. Monipodio appela tous ceux qui s'étaient absentés ou avaient pris peur. Tous, parce qu'il y a eu un épisode qui pouvait donner l'idée que la police allait entrer dans le lieu de la confrérie de Monipodio. Tous descendirent, et Monipodio, se plaçant au milieu, tira un livre d'oraison qu'il portait dans le capuchon de sa cape et le donna à lire à Rinconete parce qu'il ne savait pas lire. Rinconete, on voit beaucoup d'analphabètes dans les textes de Cervantes, et sans doute dans l'Espagne des fin XVIe, des XVIIe siècle. L'aubergiste ne sait pas lire, donc il peut apprécier les romans de chevalerie qu'à travers leur lecture à haute voix. Et là, le maître des gueux, lui non plus, ne sait pas lire. Rinconete l'ouvrit et vit que sur la première page, il était dit ceci: « Mémoire des estafilades à faire cette semaine. La première, aux marchands du carrefour, valant 50 écus. 30 ont été reçus en acompte. Exécuteur Chiquisnaque. » « Je ne crois pas, fils, qu'il y en ait d'autres, dit Monipodio. Passe plus loin et regarde là où il est dit « Mémoire des coups de bâton. » Rinconete tourna la page et vit écrit sur la suivante « Mémoire des coups de bâton. » Et plus bas, il était dit « Au tavernier de la Luzerne, 12 coups de bâton de bonne taille à 1 écu chacun. 8 ont été donnés en acompte. Délai, 6 jours. Exécuteur Manifero. » On pourrait bien effacer cet article, dit Manifero, parce que ce soir, j'en apporterai quittance. Donc, tout est inscrit dans un grand livre de comptes sur ce qui doit être fait en échange de l'argent qu'ils ont reçu et ce qui a été fait ou va être fait immédiatement. L'intérêt, évidemment, est de porter attention sur la nature de ces objets de l'écriture. Et la première mention, vous avez entendu, un livre de raison, ce n'est pas faux du point de vue du genre, mais c'est-à-dire de tenir des livres, des tâches ou des comptes qui doivent être faits ou soldés. Mais le mot espagnol qui est employé par Cervantes, c'est librillo de memoria, c'est-à-dire ce dont on en sait à ce moment-là, c'est simplement que c'est un petit format puisqu'il était dans le capuchon de la cape de Monipodio.
L'autre indication qu'on a, c'est l'idée qu'on pourrait effacer. Borrar, et Cervantes n'utilise pas un terme qui serait l'équivalent de raturer ou barrer, comme on peut le voir classiquement lorsqu'on veut supprimer un texte sur une page. Et ce borrar renvoie à un autre élément qui est un peu plus loin, c'est le fait que dans ce lieu, il n'y a pas d'encre. Parce qu'un peu plus loin, Monipodio veut, je cite, là-dessus, Monipodio tira de son capuchon un papier plié où était la liste des confrères, et il faut y ajouter les deux nouveaux, Rinconete et Cortadillo, et dit à Rinconete d'y mettre son nom avec celui de Cortadillo, mais comme il n'y avait pas d'encrier, il lui remit le papier pour qu'il l'emporte et le remplisse chez le premier apothicaire, boticario, venu en mettant Rinconete et Cortadillo confrères. Pas de noviciat. Rinconete, piperie, c'est-à-dire qu'il va jouer en trichant aux cartes. Cortadillo vole à la tire, avec le jour, le nom de l'année, sans préciser par an ni pays, de façon à ce que s'ils sont pris par la police, il n'y ait pas une identification facile. Donc on voit une situation dans laquelle vous avez un petit carnet, livret, Librillo de Memoria, sur lequel on peut effacer et sur lequel on a écrit, mais dans un lieu où il n'y a pas d'encre, donc où il n'y a pas de plume. Et du coup, que cette description nous ramenait à un thème que j'avais pu étudier pour le Quichotte, c'est-à-dire comment caractériser ce Librillo de Memoria de Monipodio, qui, traduit par carnet, livret de raison, ne rend pas tout à fait compte de ce qu'il est. Une parenthèse, quand j'ai lu tout à l'heure l'idée qu'il y avait dans le manuscrit du curieux impertinent 8 feuillets, c'est une traduction qui, à mon avis, du point de vue de l'histoire du livre, n'est pas exacte, puisqu'il s'agissait de ocho pliegos. Et un pliego n'est pas un feuillet. Un pliego est forcément une feuille de papier pliée. Et si on ne les pliait qu'une fois, vous avez un in-folio, mais vous avez déjà 2 feuillets. Et là, les ocho pliegos sous-entend qu'il y avait 8 cahiers de ce type. Et évidemment, la longueur de la nouvelle rend un peu absurde la traduction par 8 feuillets. Donc il s'agit bien de cahier, pliego. C'est juste pour dire que parfois les traductions ne sont pas assez attentives à ce qui peut apparaître des détails sans grande importance, mais qui en fait par rapport aux objets mêmes de la culture écrite, dans ce cas-là manuscrite, ou dans le cas du Librillo de Memoria aussi, mais avec une nature particulière, pourrait ou devrait être considéré avec plus de soin. Le Librillo de Memoria, on en trouvait la définition d'ailleurs dans le dictionnaire des autorités, je l'avais déjà mentionné lors de l'analyse sur la clélie et ce sur quoi Clélie dessinait la carte de Tendre. La description est très claire dans ce dictionnaire de l'Académie espagnole, qui est du début du XVIIIe, en 1734, je cite en traduisant, « Petit livre », alors libro de memoria, petit livre, que l'on a coutume de porter dans la poche, dont les feuillets blancs sont recouverts d'un enduit, et dans lequel on inclut une plume de métal dans la pointe de laquelle est inséré un petit morceau de crayon, avec laquelle on note dans le petit livre tout ce que l'on ne veut pas confier à la fragilité de la mémoire, et que l'on efface ensuite, afin que les feuillets puissent servir de nouveau. Et la définition ajoutait, on en fait aussi en ivoire. Donc il s'agit bien de ce papier préparé, comme disaient les dictionnaires français du XVIIe siècle, en particulier le Richelet, puisque sur chacune des pages, il y a cet enduit. Le texte du dictionnaire disait « embetunada », le bétoun n'étant pas nécessairement, enfin étant une mince pellicule, mais ça pouvait être plus, c'était le mot pour aussi ce qu'on met sur les bateaux pour en protéger le bois.
Mais on voit qu'on a aussi l'idée du petit livre, puisqu'on peut le mettre dans la faltriquera, dans la poche, et Monipodio le mettait lui dans le capuchon de sa cape, et surtout on écrit sans encre. Et il n'y avait pas d'encrier de tintero dans la maison de Monipodio. Et c'est un objet fondamental pour le thème que je voudrais traiter, c'est-à-dire cette sorte de mobilité des textes, puisque non seulement, évidemment, comme je disais, on peut écrire avec un stylet, ce qui est décrit ici, avec une pointe de crayon dans une plume de métal ou dans un style de métal, mais surtout on peut effacer pour réutiliser. Et on peut effacer simplement avec la salive ou avec un chiffon mouillé. Ce qui renvoie évidemment à l'idée, on peut réutiliser donc une économie de papier, mais qui renvoyait aussi à l'idée de pouvoir écrire en dehors des situations où il y a plume et encrier, mais qui a comme conséquence cette tension que dit très bien le dictionnaire des autorités. On écrit parce qu'on ne se fie pas à sa mémoire, donc l'écrit enregistre, l'écrit fixe, l'écrit conserve, mais en même temps, c'est un écrit qui n'a pas vocation à être pérenne, à être pour toujours, avec cet orientisme peut-être d'un excès d'écrit qui va étouffer la culture ou le monde social. Et donc, du coup, c'est un écrit que l'on doit effacer, et à partir de là, le texte, l'écrit lui-même, est soumis à cette mobilité. Ce qui est aussi intéressant avec Rinconete et Cortadillo, c'est de montrer que c'est un objet assez commun, puisque Monipodio n'est pas le seul protagoniste dans cette nouvelle à posséder un librillo de memoria. Lorsque Rincon et Cortado se sont rencontrés, ils ont donc décidé d'entrer dans Séville, donc ça c'est au début de la nouvelle, alors que le texte que j'ai lu est plutôt à la fin de la nouvelle, lorsqu'ils se sont intégrés dans cette société de la confrérie de Monipodio. Ils arrivent donc au début de la nouvelle, après avoir cheminé depuis la Castille à Séville. Au moment d'entrer dans la ville, à l'heure de l'Angélus et par la porte de la douane, à cause de la visite et du droit qu'on y paye, Cortado ne put se retenir d'entailler la valise ou porte-manteau qu'un Français de la compagnie, parce qu'ils avaient rencontré d'autres voyageurs qui se rendaient à Séville, donc ils ont voyagé ensemble, d'un Français de la compagnie, qu'un Français de la compagnie portait en croupe. Donc, lui, monté sur un cheval. Avec son chourin, son couteau, il lui fit une si longue et si profonde blessure que la voilà les entrailles béantes, la mallette, ou la malle, la valise, et habilement, il en tira 2 bonnes chemises, un cadran solaire et un carnet de notes. La vue de pareils objets leur causa peu de joie, et ils se dirent que puisque ce Français portait ce bagage en croupe, il ne devait pas l'avoir seulement chargé d'un peu de poids, du peu de poids dont pesaient ses prises, en sorte qu'ils auraient voulu le tâter à nouveau, mais ils ne le firent point, pensant qu'on avait pu remarquer cette perte et mettre le reste en sûreté. Ils avaient pris congé, avant de les dévaliser, de ceux qui les avaient sustentés, et le lendemain, ils vendirent les chemises à la friperie, qui se trouve hors la porte de l'Arsenal, et en tirèrent 20 réaux. Donc on voit ici l'entrée dans Séville, et avec leurs compagnons qui portent donc cette valise, le fait de l'ouvrir en la coupant au couteau, et d'y trouver quoi? Donc 2 camisas buenas, 2 bonnes chemises, un reloj de sol, un cadran solaire, et puis non pas un carnet de notes ordinaire, mais un librillo de memoria. Et ce qui est intéressant pour montrer la présence de cet objet de l'écriture et de l'effacement, c'est le fait qu'ils sont très déçus, parce que rien n'a beaucoup de valeur, et lorsqu'ils vont vendre ce qu'ils ont volé, ils vendent seulement les chemises. Donc le librillo de memoria n'a aucune valeur marchande particulière, ce qui le renvoie au statut d'un objet assez commun. Et donc du coup à une circulation, à un usage infiniment plus grand que l'absence archivistique de ces librillos aujourd'hui pourrait laisser supposer, puisque jusqu'à nous maintenant, on n'en a pratiquement jamais retrouvé. J'avais pu en voir un dans la bibliothèque à Princeton, qui avait été utilisé dans l'Amérique latine,
XVIIe siècle et qui correspond tout à fait à la description du dictionnaire de l'Académie. Mais cet objet est d'autant plus disparu qu'il était de faible valeur et de circulation commune et au bout d'un certain temps perdait toute son utilité, puisqu'évidemment on pouvait le réutiliser, mais peut-être pas indéfiniment. On a un parallèle là avec cette valise dans laquelle il y a un Librio de Memoria, avec, dans une version humble, de ce qui était le contenu de la valise ou de la malle, enfin de la valise, oui, ou du porte-manteau, comme on disait dans les textes espagnols, de Cardenio lorsqu'il est entré dans la Sierra Morena et qu'au chapitre 23, Sancho et Don Quichotte trouvent sur la route, sur le chemin, son bagage. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a? 4 chemises, mais là, comme Cardenio est un fils de noble de toile fine de Hollande, du linge délicat, des écus d'or dans un mouchoir et un Librio de Memoria qui peut-être, là aussi avait été traduit par carnet de notes, mais de voir la difficulté de le traduire. Mais la meilleure traduction, si on voulait respecter le vocabulaire du temps, ce serait tablette, puisque tablette est l'équivalent dans tous les dictionnaires de writing tables en anglais et de Librio de Memoria. Alors, on voit que dans Cervantes, d'une manière plus générale, il y a cette présence ou cette obsession d'une vulnérabilité de l'écrit. Et que l'écrit qui est pensé comme pouvant aider à la mémoire, comme fixer les textes, les paroles, les dits, est aussi constamment menacé de fragilité, de disparition. Une mobilité qui le conduit à sa propre perte. On le voit que dans l'organisation même de Don Quichotte, puisque au chapitre 8 s'interrompt le manuscrit que porte le récit des 8 premiers chapitres. On le voit aussi lorsque dans la Sierra Morena, Don Quichotte écrit sur les arbres ou dans le sable, et seuls des lambeaux de ce qu'il a pu écrire de poésie pour Dulcinea ont été récupérés, et on le voit aussi avec ces risques d'effacement permanent des pages des Librio de Memoria qu'on peut effacer volontairement, mais qui pourraient éventuellement s'être effacées accidentellement. Et toute une partie du moment où de la discussion, lorsque Don Quichotte envoie Sancho près de Dulcinea avec une lettre qu'il a écrite sur le Librio de Memoria de Cardenio, puisque là encore, dans la Sierra Morena, il n'y avait pas d'encre ni de plume, il y a cette sorte de menace de la perte du texte et la réitération par Sancho qu'il faut l'écrire à plusieurs fois sur le même livre, qui peut paraître absurde évidemment, puisque ça n'est dans rien, sauf si on admet qu'il s'agit d'un livre où des effacements accidentels pourraient subvenir. Et alors du coup, dans l'œuvre de Cervantes, il y a constamment le rappel du contrepoint de cette vulnérabilité, fragilité de l'écrit, c'est-à-dire le désir des écritures pérennes, des écritures sans mobilité, sans fragilité, et donc du coup leur support évoqué très fréquemment, et qui serait que les écritures sur le marbre ou les écritures sur le cuivre, les écritures gravées, qui seraient comme la protection contre cet effacement. Et dans le Don Quichotte, l'introduction aussi de l'écriture imprimée comme une possibilité de survie. Mais lors de sa première sortie, Don Quichotte imagine comment ces exploits devraient être gardés pour la postérité. Il l'imagine dans la forme où il serait gravé sur le cuivre ou le marbre. Dans les nouveaux exemplaires, qui sont mon objet aujourd'hui, on a cette même opposition, mais réinterprétée d'une autre façon dans la nouvelle exemplaire qui s'appelle La Petite Gitane, la Gitanilla, et dans laquelle, à un moment donné, sous la forme d'un usage métaphorique des supports de l'écrit,
on voit que l'amoureux de la petite gitane, Preciosa, et qui s'appelle Juan de Cárcamo, dit son amour à travers cette opposition entre les supports où l'écrit s'efface et les supports où l'écrit perdure. Lorsqu'il oppose, là, lui, non pas, il oppose l'écriture sur la cire à l'écriture sur le marbre. Je donne ce passage. Pour elle, donc pour Preciosa, mon âme est de cire. Elle pourra y imprimer ce qu'elle voudra, mais pour conserver et garder ce qui y sera imprimé, ce ne sera plus comme gravé sur cire, mais comme sculpté dans le marbre dont la dureté résiste à l'usure du temps. C'est une très belle métaphore, puisqu'elle reprend d'un côté une métaphore liée à un des supports sur lequel l'écrit peut s'effacer. Alors là, on n'est pas sur le Librio de Memoria, mais sur les tablettes de cire. Et c'est une métaphore de la pédagogie particulièrement jésuite. L'esprit des étudiants ou des élèves comme une cire molle dans laquelle peut s'inscrire les contenus enseignés. Ici, c'est l'idée que Preciosa peut écrire ce qu'elle veut sur la cire du cœur, ou le cœur de cire, de Cárcamo. Elle peut dire qu'elle l'aime ou qu'elle ne l'aime pas, mais ce décret qui est d'écriture de qui tient pouvoir ou savoir est transformé, une transmutation en quelque sorte, en un marbre sculpté et qui à jamais gardera la mémoire de la décision du décret de Preciosa par rapport à l'amour de Cárcamo, qui s'est fait gitan d'ailleurs pour pouvoir s'approcher d'elle et porte dans la nouvelle le nom de Andrés Caballero. Et c'est une autre de ces nouvelles où il y a le parcours, les itinéraires de toute une compagnie et qui va de Madrid à Tolède, l'Extramadour, la Mancha et Murcie, toujours la descente vers le sud, là, de la compagnie des gitans, des Tziganes, dans laquelle s'est joint Cárcamo pour devenir Caballero. Donc, ce contrepoint permanent qui utilise des supports bien matériels et réels de l'écriture dans des usages métaphoriques. Une autre dimension qui apparaît ici, quant à cette mobilité des textes eux-mêmes dans la nouvelle, c'est la capacité de l'écrit à réparer le tissu social, à révéler les identités, à restaurer en quelque sorte un ordre qui a été déchiré, occulté, perdu. J'en prendrai deux exemples. Le premier, c'est toujours dans la Gitanilla, mais non plus au début de la nouvelle, comme je viens de le faire, mais vers la fin, lorsque, vous pouviez le supposer, on s'aperçoit que cette Preciosa, qui est une danseuse, poétesse, qui sait lire, qui sait écrire, n'était pas la fille ou la petite fille de celle qui prétendait être sa grand-mère, une autre gitane, la vieille gitane, comme on l'appelle dans la nouvelle, mais qu'elle était en fait une fille de notable, il apparaît qu'elle est fille du corregidor, de l'administrateur de justice ou de police, qui a arrêté Andrés Caballero pour un vol qu'il n'avait pas commis, mais que lui a fait imputer une jeune fille qui était amoureuse de lui, et lui a résisté, puisqu'il est passionné pour Preciosa. Et du coup, à la suite d'une intrigue complexe, il est menacé de mort, d'être condamné à mort, et la vieille gitane, prise d'inquiétude, va dévoiler ce qui est advenu, et que Preciosa, qui sait lire et écrire, Preciosa qu'elle a élevée, n'est pas sa petite fille, mais est en fait la fille de notable. Et pour le faire, elle apporte un coffret, et dans ce coffret se rencontre une lettre qu'elle a écrite au moment où en fait elle a enlevé Preciosa. Alors voilà ce que lit le corregidor. La fille s'appelait Doña Constanza de Acevedo y de Meneses.
Sa mère, Doña Guiomar de Meneses, et son père, Don Fernando de Acevedo, chevalier de l'ordre de Calatrava, donc une haute noblesse, un ordre militaire. Je l'ai enlevé, dit le billet, c'est-à-dire dit la vieille gitane, le jour de l'ascension de notre Seigneur, à 8 heures du matin, en l'an 1595. L'enfant portait les bijoux qui sont placés dans ce coffre. Et donc, du coup, la reconnaissance va être immédiate avec la mère de la petite gitane qui ajoute à cette déclaration, qui ajoute à la reconnaissance des bijoux, aussi des traits physiques, un petit grain de beauté sous le sein gauche de Preciosa, ou encore de orteils du pied qui sont liés l'un à l'autre. Vous voyez qu'on entre aussi ici, j'y reviendrai avec le deuxième exemple, dans quelque chose qui est une matrice pour ces nouvelles de Cervantes, qui est tout un répertoire folklorique, un répertoire de contes, où les reconnaissances des identités s'opèrent à travers toute une série de signes, mais sont en général une manière d'un dénouement heureux, et d'autre part sont pour montrer que les anomalies dans l'ordre social n'en sont pas, et qu'en fait, une fille ou une petite fille de gitan est en fait une fille de noble parce que son esprit ou son être correspondait à cette naissance et pas à celle qu'on lui attribuait. Le deuxième exemple plus intéressant par rapport à ce que je viens de dire, c'est-à-dire par rapport à cette matrice folklorique derrière ces reconnaissances et qui mettent en jeu l'écrit dans sa mobilité, c'est une nouvelle qu'on avait rencontrée la semaine dernière, c'est-à-dire la nouvelle de l'illustre laveuse de vaisselle, la illustra frigona Constanza, qui était donc une de ses employées dans l'auberge du Sevillano à Tolède, que l'on avait rencontrée avec deux jeunes servantes venues de Galice, est en fait là aussi la fille d'une femme noble, et pas d'une origine basse ou inconnue, d'une femme noble qui a caché sa grossesse après avoir été prise de force, violée, par Don Diego de Carriazo, qui est le père d'un des personnages de la nouvelle, ce Carriazo qui avait choisi de se mettre en rupture de ban et de vivre la vie des picaros. Et c'est lui qu'on avait rencontré dans les pêcheries de la côte andalouse, toujours menacé d'être rapté ou capturé par les pirates barbaresques. Mais à la fin de la nouvelle, l'attention se déplace sur Constanza, dont Carriazo, le fils, était amoureux, et sur qui était cette jeune fille qui, là encore, avait des comportements, des conduites qui étaient en discordance par rapport à l'humble état social ou l'origine inconnue qui était la sienne. C'est-à-dire qu'après avoir donc souffert cette violence du père, Don Diego de Carriazo, la jeune femme noble, qui d'ailleurs était veuve à l'époque, a décidé de cacher sa grossesse. Elle a abandonné Constanza à la femme de l'aubergiste, puisqu'elle a accouché secrètement dans l'auberge. Elle a fait un pèlerinage à la Vierge de Guadalupe, et elle est revenue dans l'auberge après ce pèlerinage. Et au retour du pèlerinage, voilà ce qu'elle raconte, l'aubergiste. Sa mère, qui, satisfaite de ce que j'avais fait, c'est-à-dire qu'elle l'avait aidé dans l'accouchement, puis ensuite elle avait déjà mis la jeune fille ou la petite fille, le bébé, en nourrice. Sa mère, qui, satisfaite de ce que j'avais fait, me fit cadeau, au moment de prendre congé, d'une chaîne d'or que j'ai toujours, à laquelle elle enleva 6 maillons, dont elle dit qu'ils seraient rapportés par qui viendrait chercher la petite.
elle découpa aussi un parchemin blanc en entaille ou mortaise, selon le même procédé que, lorsqu'on entrelace les mains et qu'on écrit sur les doigts quelque chose que l'on peut lire tant que les doigts sont entrelacés, si les mains s'écartent, voilà le propos disjoint par la disjonction des lettres. Entrelace-t-on à nouveau les doigts, voilà qu'elles se rejoignent, et s'ajustent de manière à permettre une lecture continue. Comme je le dis donc, un des parchemins sert d'âme à l'autre. Imbriqués, on les lira. Disjoints, plus moyen, sauf à deviner la moitié manquante du parchemin. Et presque toute la chaîne est restée en mon pouvoir, et j'ai tout ce qu'il faut, et j'aurai jusqu'à présent à attendre la contre-marque, bien qu'elle m'ait dit, elle, qu'elle m'enverrait chercher sa fille avant 2 ans, tout en me chargeant de l'élever, non point selon sa qualité, mais comme on élève une paysanne. Donc elle passait donc pour la fille de l'aubergiste. Vous voyez cette explication un peu complexe, mais qui consiste à renvoyer à cette idée que si l'on écrit de manière continue sur le parchemin et que l'on le découpe en zigzag, on obtient deux éléments qui ne prennent sens évidemment que lorsqu'ils se trouvent réunis. Alors le doigt entrelacé pouvait évoquer ceci, c'est-à-dire on écrirait un texte sur chacun des doigts, on peut le lire si les doigts sont entrelacés, mais s'ils ne le sont plus, le texte disparaît. Et donc c'est cette idée qui permet la reconnaissance finale, après ce parchemin découpé à vueltas y ondas, en zigzag, sur un tracé non linéaire, et une part du parchemin était donc restée à l'aubergiste, et l'autre, qui avait été conservée par la mère qui meurt assez peu de temps après son accouchement, a été portée par un des serviteurs de cette femme noble au père légitime, c'est-à-dire Don Diego de Carriazo. Il lui a remis à la fois les maillons de la chaîne qui avaient été extraits, les 6 qui manquent, et d'autre part l'autre moitié du parchemin, et en plus 30 000 écus d'or pour le futur de Constanza. Et à la suite de différents épisodes, Don Diego arrive dans cette auberge avec ce qui va permettre la reconnaissance. C'est la description suivante. Don Diego produisit... alors donc, on lui dit qu'on lui montre la moitié du parchemin qui avait été découpé. Don Diego produisit l'autre. Les 2 moitiés furent assemblées jusqu'à n'en plus faire qu'une. Et voilà qu'aux lettres détenues par l'aubergiste, c'est-à-dire comme on l'a vu, il ne s'agissait donc pas de texte, mais simplement de lettres de l'alphabet, on passait le découpage entre les lettres. Et donc l'aubergiste avait, et là c'est la traduction française, C, S, L, V, R, D, Q, E, I, N, L, celle de l'autre parchemin donnait la réponse suivante, E, T, E, E, I, I, U, S, G, A, à l'ensemble ainsi rassemblé, disait c'est le véridique signal. Là-dessus, on compara les maillons tronqués de la chaîne pour conclure que ces marques étaient véridiques. Et donc, la reconnaissance de l'origine noble de Constanza est ainsi opérée. Évidemment, dans le texte original, ce n'est pas les mêmes lettres, puisque la formule qui se recompose lorsqu'on met les lettres qui avaient été séparées par ce découpage en zigzag trouve une logique de sens. Esta es la señal verdadera. C'est le véridique signal. Et de là, le déroulement heureux de cette histoire. Ce qui est intéressant ici, c'est de porter l'attention sur à la fois une tradition et un objet. La tradition, c'est celle, comme je le disais, des contes folkloriques. Il y a un grand répertoire thématique des contes folkloriques, qui est le répertoire de Arne et Thompson, qui avait été publié entre 1955 et 1958, et qui s'appelle Motif Index of Folk Literature. Et donc, il énumère avec une minutie toute structurale différents types d'intrigues. Et la rubrique H100 est ainsi nommée Identification by Matching Parts of Divided Token.
identification en réunissant des différentes parties de différents objets ou items. Et parmi ces objets qui servent dans les contes folkloriques, certains d'entre eux, à la reconnaissance, il y en a un, c'est la rubrique H102, Identification by Indenture. Un indenture est le découpage selon une ligne qui n'est pas linéaire d'un document. Chaque personne gardant la moitié du document, mais le sens de ce qui est écrit ne pouvant apparaître que si les deux parties sont jointes, et ce qui peut entraîner, dans ce cas-là, reconnaissance. Alors, cette pratique dans les contes n'est pas simplement pour des textes écrits. Ça peut être, par exemple, pour les deux fragments d'une arme. Ça peut être, c'est un peu déjà un déplacement, la concordance entre une blessure et une arme, qui est le seul à pouvoir l'avoir faite. Ça peut être par des parties d'animal qui ont été gardées par chacun des protagonistes. Mais à l'intérieur de H102, vous avez H102.1, c'est-à-dire Identification by fitting together two pieces of parchment, donc l'identification par la réunion, par l'ajustement de deux morceaux de parchemin. C'est donc un motif, et on voit bien que là, dans la Illustre Fregona, Cervantes donne une version lettrée, écrite, de ce qui est un trait que l'on peut trouver. Et alors, si vous allez dans Arnett Thompson, vous voyez quels sont les contes et dans quelle partie du monde on a utilisé, ou par quelle tradition, plus ou moins ces motifs de l'identification par la réunion de deux parties séparées. Mais lorsqu'on pense à l'écrit, on est évidemment devant un cas plus particulier et qui est cette question des contrats qui, dans le monde social, ont pu avoir cette nature. Et là, la recherche peut aller du côté de qu'est-ce que sont les indentures. Et indenture, dans l'anglais du Moyen-Âge ou dès le XIVe siècle, c'est ce qui désigne, dans sa forme matérielle, certains traités ou certains contrats, ou encore parfois des listes ou des inventaires. La catégorie la plus fréquente à l'intérieur de ces contrats, qui sont découpés avec ces traits irréguliers et ensuite donnés aux deux parties contractantes, la partie la plus connue et sans doute la plus massive dans les archives, au moins anglaises, c'est les contrats d'apprentissage. C'est-à-dire que le maître et l'apprenti gardent chacun une moitié, mais une moitié indentée, une moitié avec un découpage irrégulier et en zigzag. Et à la fin de l'apprentissage, le maître remet sa propre moitié à l'apprenti et sanctionne la fin du contrat. On a du coup, on peut voir si on cherche dans le Oxford English Dictionary qui donne de très nombreuses occurrences des mots, et en particulier donc du indenture. On peut voir les usages métaphoriques, puisque très souvent le mot peut être employé du contrat avec Dieu, du fidèle avec Dieu, ou bien encore des usages qui peuvent s'éloigner de la forme matérielle. Et si vous voyez des indentures au XVIIe ou au XVIIIe siècle, aussi bien en Angleterre que dans le monde américain, sous forme de contrats d'apprentissage, ils n'ont pas tous nécessairement cette forme du découpage, comme si finalement la réalité matérielle avait donné le nom à l'objet. Pendant un temps, l'objet correspond à la réalité matérielle, mais ensuite, le contenu de l'objet, c'est-à-dire le contrat, s'émancipe de cette réalité matérielle, et on gardera le mot indenture pour des contrats qui sont faits normalement sur parchemin ou sur papier sans ce découpage. Il y a beaucoup d'usages littéraires aussi, parmi un ou d'autres, parce que je me souvenais, c'est Hamlet à la première scène de l'acte 5,
lorsque Hamlet est dans le cimetière et qu'il commente les crânes, il trouve le crâne d'un homme de loi, un lawyer, et il y a, il y a une mention en échange en comparaison avec tous les contrats que cet homme de loi avait cru pouvoir faire pour protéger ses biens, plus ou moins mal acquis ou bien acquis, et maintenant dérisoire, puisqu'il n'est plus qu'un crâne dans la terre. La comparaison devient avec a par of indenture, c'est-à-dire ici l'idée d'une double garantie, d'une double protection, mais qui est aussi dérisoire que ce qu'avaient les vouchers que l'homme de loi avait eu dupliqués. Donc, et dans Shakespeare, il y a d'autres usages de indenture, et dans toute la littérature, avec ces usages métaphoriques qui se sont emparés de l'objet. Si on sort du monde, je vais terminer cette première partie avec ça, si on sort du monde anglais avec cette fixation d'un mot, ce qui n'est pas le cas ni nécessairement en castillan ni en français, il faut, vous avez vu, oublier a ondas y vueltas, ou bien en zigzag, enfin, il faut trouver des différents mots, mais pas qui renvoient à une sorte de morphologie générale comme indenture. Ce qui est intéressant néanmoins, c'est que ce que met en scène ou en littérature que Cervantes correspond à un certain nombre de pratiques sociales, et en particulier avec les enfants abandonnés. C'est-à-dire que dans beaucoup d'archives européennes, des institutions qui recueillent les enfants abandonnés, par exemple les hôpitaux, mais aussi dans des archives de la police qui trouvent des enfants abandonnés, on voit la présence d'objets de la culture imprimée coupés en deux, des cartes à jouer ou bien des images volantes. C'est qu'on met sur l'enfant, on en met la moitié sur l'enfant abandonné. Ça avait été montré par Giovanna Capelletto pour le cas de l'hospice de Vérone, qui accueillait des enfants abandonnés. C'est un article de Quaderni Storici en 1983, où des images volantes étaient découpées et une moitié était laissée sur l'enfant. C'est le cas aussi retrouvé par Arlette Farge à Paris, en particulier dans les archives des commissaires de police, qui sont les premiers, lorsque l'enfant n'a pas été déposé dans une institution, à trouver dans la rue. Et dans plusieurs de ces livres, et en particulier celui qui s'appelle Effusion et tourment, le récit des corps, c'était un livre publié par Arlette Farge en 2007 chez Odile Jacob. Elle avait étudié à la fois les archives des commissaires de police et les archives de l'hôpital des enfants trouvés à Paris. Et l'on trouvait la même réalité d'objets découpés ou partagés et laissés sur l'enfant. Ça pouvait être évidemment des objets comme des morceaux de papier, mais aussi des morceaux de tissu, ou encore des cartes à jouer coupées en deux, ou encore, un peu comme la petite Constanza, des bijoux, donc par exemple une boucle d'oreille et pas deux, ou des bijoux qui pouvaient être séparés. Dans le cas de Constanza, des anneaux manquants qu'un bracelet ou un collier. Et pourquoi? Là, évidemment, avec la même intention que la femme noble qui abandonne à l'aubergiste Constanza, c'est-à-dire l'idée d'un retour possible, d'une espérance finalement de pouvoir retrouver, et comme on disait pour les hôpitaux, retirer l'enfant. C'est donc des objets, évidemment, qui sont chargés d'une très grande puissance d'émotion pour qu'ils les trouvent dans les archives, puisqu'ils sont la trace d'une promesse. L'enfant est abandonné temporairement pour des raisons sociales ou pour des raisons économiques, mais avec l'espoir ou le désir désespéré qu'un jour la reconnaissance pourra être faite et l'enfant retiré de l'institution ou du milieu
dans lequel il a été abandonné. Et dans les descriptions parisiennes, telles que les restitue Arlette Farge, on voit que très souvent cela s'accompagne d'autres objets qui ne sont pas coupés en deux ou qui ne sont pas divisés, mais qui peuvent être liés avec cette ambiguïté et ambivalence déchirante entre l'abandon et l'espérance de retrouvailles. Par exemple, souvent des billets qui attestent le baptême. Donc l'enfant abandonné est déjà chrétien, il a été ou elle a été baptisée. Et comme aussi des marques, des médailles, des croix, des rubans, et là, pas nécessairement encore coupés en deux, mais qui pourront être des objets qui permettent la reconnaissance. Mais dans le cas de division, je prends un exemple que Arlette Farge donne dans ce livre « Effusion et tourment », le récit des corps. C'est un commissaire de police qui trouve sur une petite fille de 6 mois abandonnée dans la rue une pièce d'argent, un carré de tissu marqué d'un B, accompagné d'un billet où il est noté « L'on garde là pareil », enfin là, plus loin pareil, et aussi un sachet de satin cramoisi pendant un ruban de soie bleue. Le point important, c'est « on garde là pareil », le fait que là aussi on pourra opérer la reconnaissance par la concordance des deux pièces ou deux morceaux du tissu dont l'une a été mise sur l'enfant abandonné. Alors pour terminer, on revient à Cervantes, c'est-à-dire qu'ici, d'une part, mobilisation par lui d'un motif profondément enraciné dans la culture folklorique, et c'est une des exemples multiples de ce rapport de Cervantes avec cette culture. On pourrait dire que le personnage de Sancho est aussi une illustration paradigmatique de cela, avec son discours qui n'est qu'un tissu de proverbes. De l'autre côté, il y a dans la réflexion sur la mobilité nécessaire ou désolante de l'écrit, l'idée que l'écrit qui est fragile, qui est vulnérable et qui dans un sens doit l'être, avec les librillos des memoria, peut être aussi non seulement une trace plus durable, avec ce modèle, non pas nécessairement matériel, mais métaphorique, du marbre et du cuivre, mais qu'aussi l'écrit, qui peut marquer des divisions, des différences, est un moyen de réparer le tissu social lorsqu'il a été déchiré, lorsque des anomalies s'y sont introduites, et du coup la reconnaissance des identités qui passent par cette force d'attestation de l'écrit. Et l'intéressant avec la illustre fregona, l'illustre laveuse de vaisselle, c'est évidemment que ce n'est pas l'écrit simplement dans son énoncé, mais c'est l'écrit dans sa matérialité qui permet ces reconnaissances. Donc là, la mobilité ne conduit pas à la perte, à la disparition, à l'effacement, mais elle conduit au contraire à la restauration d'une identité et d'une unité. Alors, on va en rester là pour que la deuxième partie soit consacrée à un texte magnifique, le Persiles et Sirismunda, avec la même problématique. Donc, il est 11h03, à 11h08, nous pouvons recommencer.